Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Versatilité politique, l'Amouka FCC et ensemble font un bloc pour sauver la nation, un bloc appelé le bloc patriotique. Et il paraît que c'est contre Félix Tshisekedi. On va en savoir plus ce soir avec mon invité. Il s'agit de Ambroise Momba. Il est journaliste et analyste politique Congo Web Télévision et présentateur de l'émission Table Ronde que vous aimez bien. Ambroise, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Nicole, merci. Comment allez-vous? Oui, ça va. Un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau des Tac au Tac. D'ailleurs, ça a toujours été un plaisir. Merci. Le plaisir est partagé. Parce que j'aime bien vos analyses. Ok. Ambroise Momba, comme je venais de le dire tantôt, versatilité politique. Comment voyez-vous la scène politique congolaise actuelle? Il y a le bloc patriotique. Et il faut souligner le mot patriotique pour sauver la nation. Comment le voyez-vous? Donc, c'est qu'il faut dire que la scène politique congolaise est actuellement en ébullition. En ébullition, et on constate qu'il y a la classe politique congolaise qui est scindée en deux blocs. Il y a le bloc pro-pouvoir et le bloc contre-pouvoir. Et quand vous observez ces deux blocs, vous allez constater que ces blocs n'ont rien d'idéologie. Il n'y a rien d'idéologie politique. Ah bon? Comment ça? Rien d'idéologie politique. Tout s'est fait pour le pouvoir. Une quête du pouvoir, c'est tout. Il n'y a pas d'idéologie politique. La deuxième chose qu'il faut constater, c'est que souvent on dit que la politique est très dynamique. La politique est dynamique. Et aujourd'hui, par rapport à ce que la classe politique congolaise nous présente, le dynamisme est tellement dynamique, si vous permettez la tautologie. Ce dynamisme est tellement dynamique au point où on constate qu'aujourd'hui, vous avez parlé du bloc, le bloc qui est appelé bloc patriotique. Vous avez bien fait de souligner le mot patriotique, mais je vais vous surprendre en disant qu'il n'y a rien du patriotisme là-dedans. Il n'y a rien de patriotisme, il n'y a rien de la patrie. Ça signifie tout simplement que il y a un bloc qui soutient le président de la République, et lorsque vous observez les blocs du président de la République, on parle de l'Union sacrée des nations, vous regardez qu'il y a une caractéristique, c'est montrer les biceps pour faire voir aux opposants que nous sommes forts. Et on ne se bat pas pour gérer la chose publique, on ne se bat pas pour obtenir des résultats positifs. On se bat tout simplement pour montrer à la face du monde que nous sommes les puissants. Tout est parti de ce qu'on a vécu dernièrement lorsque le FCC était en coalition avec le Cash, ce qu'on a appelé le FCC Cash, depuis que le président de la République a pris ses distances de Joseph Kabila, et tout était mis en place pour montrer aux autres qu'on est les plus forts. Et quand vous regardez de l'autre côté, vous prenez maintenant le bloc dit bloc patriotique, c'est un bloc tout simplement pour combattre les pouvoirs. Ce n'est pas un bloc pour réfléchir afin de pousser les pouvoirs à améliorer les conditions de vie de la population, à améliorer la gestion, la gouvernance publique. Non, ce n'est pas ça. Alors le bloc, vous le dites qu'il est patriotique. Je vais vous dire sauver la nation. Que le bloc n'est pas patriotique. Vous allez prendre les gens qui sont dans les blocs. Vous y trouvez par exemple, il y a le FCC. On commence par le FCC. Oui. Il y a la Mouka. Il y a la Mouka. Il y a l'église catholique. Il y a l'église protestante. Il y a aussi un tout petit peu ensemble. Pourquoi j'ai dit un tout petit peu ensemble? Pourquoi? Parce qu'on est avis quand même qu'il y a eu un vice-président de la jeunesse du parti d'ensemble, Papi Mbaki pour ne pas le citer, qui est allé signer la déclaration commune des forces politiques et sociales, ainsi de suite. Mais vous allez vous rendre compte que tous ces gens-là se réunissent, pas pour un seul but. Chacun a un but. Ils disent se réunir pour combattre la CENI, pour dire non à l'ordonnance présidentielle qui a investi Denis Kadima à la tête de la CENI. Mais quand vous prenez par exemple le FCC, est-ce que le FCC combat réellement Denis Kadima? Vous allez vous rendre compte que le FCC ne combat pas Denis Kadima. Quel est le problème du FCC? Le FCC est au Parlement comme opposant, comme faisant l'opposition. Oui. Alors, dans cette opposition parlementaire, le FCC a signé un document de consensus par rapport à la composition du bureau de la CENI. Oui. Ce document a été signé par le président du groupe parlementaire du PPRD, Didier Manara. Le FCC a accepté d'obtenir 2 postes
au niveau de la centrale électorale. Oui. Mais le FCC qui a dit oui à la CENI, il va se retourner pour dire non. Mais il se sert de quelle situation? Il se sert de la situation du désaccord qui a été observé au niveau des confessions religieuses pour dire que non, regardez, puisque les confessions religieuses ne se sont pas entendues, nous, les FCC, nous prenons également nos distances. C'est qu'il n'y a pas eu consensus, nous allons combattre la CENI. Vous comprendrez que tout de suite, le FCC qui autrefois disait être dans la résistance, il se sert de la situation de confession religieuse pour dire non à Félix Tshisekedi et combattre le pouvoir. Vous prenez la Mouka. La Mouka n'a pas de problème avec la CENI. La Mouka a toujours revendiqué la dépolitisation de la CENI. Oui. La Mouka revendique la dépolitisation de la CENI. Le FCC ne revendique pas la dépolitisation de la CENI. La CENCO ne revendique pas la dépolitisation de la CENI. Mais comment est-ce que ces gens-là peuvent se mettre ensemble et dire qu'ils sont patriotiques? Ils ne le sont pas, ils ne sont pas patriotiques. Parce que la Mouka réclame la dépolitisation. On ne peut se réunir que lorsqu'on a un même objectif. Donc tous ces gens-là n'ont pas un même objectif. Ils n'ont pas un même objectif. Le FCC a un autre objectif, c'est de voir Félix Tshisekedi échouer tout simplement. La Mouka a son objectif par rapport à la CENI, c'est de voir la centrale électorale être dépolitisée, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas y trouver des délégués des partis politiques au niveau du bureau. Oui. Lorsque vous prenez et ensemble alors, je vais arriver ensemble. Parce que je vais arriver ensemble. Signer aussi, oui. Lorsque vous prenez l'Église catholique, l'Église catholique est d'accord avec l'actuelle composition du bureau de la CENI, mais pas avec le nom de Kadima. Mais l'Église catholique, son problème c'est quoi? Son problème, c'est qu'il ne veut pas de la tête de Kadima à la tête de la CENI. Ah oui, parce qu'il est proche de Félix, il paraît qu'il était proche de Félix Tshisekedi. L'Église catholique ne réclame pas la dépolitisation de la CENI. L'Église protestante ne réclame pas la dépolitisation de la CENI. La Mouka réclame, lui, la dépolitisation de la CENI. Lorsque vous prenez Ensemble pour la République, Ensemble pour la République est tout simplement fâché. Parce qu'il croit avoir été dribblé par l'Union sacrée. Ensemble pour la République réclamait les postes du premier vice-président de la CENI. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ensemble a signé, Ensemble est avec la Mouka et FCC. Au même moment, Ensemble est aussi dans l'Union sacrée. Oui, mais Ensemble n'a pas quitté l'Union sacrée. Oui, parce que Katumbi est toujours là. Oui, mais Katumbi est toujours là. Oui. La colère de Katumbi, il faut en parler. La colère de Katumbi, c'est tout simplement parce que Katumbi a réclamé le poste de premier vice-président de la CENI. Il l'a réclamé à l'Union sacrée. On dit que parce que nous allons nous répartir les postes, moi, Ensemble, je veux obtenir le poste de premier vice-président de la CENI. On ne lui a pas donné ce poste, on lui a donné un autre poste. Quand on lui donne un autre poste, il s'énerve. Il dit non, ces histoires-là, il n'y a pas eu de consensus. Alors, vous allez me dire que ces gens-là sont patriotiques? Est-ce que vous avez vu ces gens-là se réunir lorsque ça tirait à l'Est? Vous avez vu ces gens-là se réunir lorsque RAM était en train de couper les unités des gens? Vous avez vu ces gens-là se réunir? Ils ne se réunissent qu'autour de la question de la CENI. Il y a un problème d'électricité, régie des eaux, tout ça, c'est un mensonge. Tout ça, c'est un mensonge. Oui. Les politiciens congolais ont tellement habitué les Congolais au mensonge. Mais quand vous y regardez de près, c'est des gens, chacun vient avec ses frustrations. La Mouka vient là-bas parce qu'il n'a pas obtenu la dépolitisation de la CENI. La CENCO vient là-bas parce qu'il n'a pas obtenu la mise à l'écart de Denis Kadima. L'ECC, la même chose. Kabila, avec son FCC, ils viennent là-bas, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas laisser à Fachi de gagner à tous les coups. Parce que Fachi était en train de gagner, ainsi de suite. C'est pourquoi on l'a taxé des dictateurs. Ça signifie tout simplement que le bloc dit patriotique n'est pas patriotique. C'est la quête du pouvoir. Ôte-toi de là que je m'y mette. Tout simplement. Ôte-toi de là que je m'y mette. Et tous ces gens-là, vous allez vous rendre compte que tous ces gens-là, prions Dieu pour eux. Pour qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Qu'ils obtiennent, il y a une marche prévue le 6, hein? Il y a une marche prévue le 6. Oui. Qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Qu'ils obtiennent, par exemple, que le pouvoir des Fachi tombe. Comment est-ce que eux, dans cette union, ils vont maintenant s'entendre? Déjà que Moïse Katumbi ne s'entendait pas avec Martin Fayoulou. Déjà, Martin Fayoulou insultait tout le temps Joseph Kabila. Déjà,
la Senko qui était toujours à couteau tiré avec Joseph Kabila, vous allez me dire que ces gens-là vont se mettre ensemble. Et Augustin Kabouya a même qualifié ces blocs, c'est une alliance contre nature. Je ne voudrais pas qu'on puisse tromper les Congolais. Ça signifie que le bloc n'a rien de patriotisme dedans. Ah bon. C'est une quête de pouvoir. Donc la politique au Congo, c'est donc juste pour le pouvoir. Oui, la politique au Congo, c'est juste pour le pouvoir. Au-delà de là que j'ai m'y mette. Rien à voir avec la population. Vous mangez mais on a demandé à la population de marcher. Hein? Nous, on ne se retrouve pas. Le problème, c'est que la marche, je suis journaliste, la marche, c'est un moyen d'expression de son mécontentement, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que ceux qui invitent la population à marcher, ils invitent la population à marcher pour des objectifs, pour leurs propres intérêts. Pour leurs propres intérêts. Et non pas pour les intérêts de la population. Aujourd'hui, moi, je voudrais voir l'opposition pousser les pouvoirs à trouver des solutions aux problèmes de la population. Au problème de la population. Et non pas par rapport à la CENI. Le problème de la CENI, c'est quoi? J'ai aimé le message très sage de Jean-Pierre Bemba. Lorsqu'il réagit par rapport à la CENI, qu'est-ce qu'il dit? Jean-Pierre Bemba dit que ce n'est pas parce qu'on a un délégué à la CENI qu'on garantit sa victoire. Et ce n'est pas non plus parce qu'on n'a pas un délégué à la CENI qu'on va échouer. Il veut tout simplement rappeler que Chadari était le dauphin de Joseph Kabila en 2018. C'est la CENI, on disait que Corneille Nangaa était pro Joseph Kabila et Chadari était le dauphin de Joseph Kabila. Mais pourquoi on n'a pas proclamé Chadari comme vainqueur de la présidentielle de 2018? C'est dire tout simplement que ce n'est pas parce que vous avez un délégué à la CENI que cela vous garantit votre victoire. Ça signifie que si vous préparez votre base électorale, vous convainquez, je pense que le président de la République aura un bilan à présenter. Si vous avez des choses à réclamer, à dire par exemple que non, monsieur le président de la République, à tel niveau, vous n'avez pas bien travaillé, vous avez les Congolais pour vous écouter, les Congolais ont aussi le temps d'analyser la situation, de regarder que Félix Tshisekedi a bien travaillé ou il a mal travaillé, ils ont la possibilité de les sanctionner négativement ou positivement aux urnes. Je pense que c'est de cette manière que l'opposition... Si je vous comprends bien, vous êtes contre ces blocs patriotiques. Non, ce n'est pas un bloc patriotique, c'est un bloc de la haine, tout simplement. De la haine. C'est un bloc de la haine. Mais on reproche quand même beaucoup aussi à Fachi, à Félix Tshisekedi. Quoi, par exemple? L'état des sièges, par exemple, il y a toujours... nous sommes à la 9e, comme en prorogation de l'état de siège. Est-ce qu'on reproche à Fachi d'avoir décidé d'instaurer l'état des sièges? Mais il y a des voix qui s'élèvent pour dire non à cet état des sièges, parce qu'il y a toujours des tueries. Je voudrais savoir si instaurer l'état des sièges est une erreur de gouvernance. Est-ce qu'instaurer l'état des sièges est une erreur de gouvernance? Ça n'a pas été planifié. Il est un mauvais président de la République. Ça n'a pas été planifié, il paraît. Deuxième chose, entre l'état des sièges et l'état d'avant, état des sièges, qu'est-ce qu'on préfère? Entre l'état des sièges où vous avez beaucoup plus de militaires sur terrain pour vous sécuriser et un état où vous n'avez pas de militaires pour vous sécuriser. Vous souhaitez quoi? Vous souhaitez vraiment qu'on puisse lever l'état des sièges pour qu'effectivement il n'y ait pas assez de militaires dans le coin? Mais il y a eu incursion dans l'Est. Il est vrai. Aucun officiel congolais n'a réagi. Il est vrai. Il est vrai, on parle dans l'Est du pays, on parle du terrorisme. Oui. On parle du terrorisme. Il est vrai que les terroristes, ils ont une manière d'opérer qui dépasse quand même l'intelligence des connaissances des militaires, de l'armée, par rapport à une guerre classique. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement, les porte-parole de FRDC, qui disaient que l'ennemi a été neutralisé, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre dans des positions sur des routes pour attaquer des camions des civils, ainsi de suite. C'est dans ces sens-là qu'on continue à déplorer les morts. Oui. Mais moi, je pense que ce n'est pas une question pour laquelle on doit dire que le président de la République a mal géré. Je pense que c'est une question stratégique, une question d'opération militaire, avoir des moyens conséquents, des moyens logistiques conséquents, utiliser peut-être des drones pour savoir à identifier tous les lieux, les endroits où se cachent
les ennemis, je pense que de cette manière-là, on peut toujours avoir des solutions. Il ne faut pas arrêter de réfléchir. Bah, il ne faut pas arrêter de réfléchir. Bon, comme je venais de le dire tantôt, on reproche à Fachi aussi ces nombreuses promesses qui n'ont toujours pas été réalisées, ces multiples voyages, et puis il n'y a toujours pas des investisseurs. Tout ça, il y a beaucoup de choses et on a baisse de prix des denrées alimentaires. Et jusque-là, rien n'est fait. Personnellement, j'ai vu... Donc, il y a beaucoup de choses. Il paraît qu'il prend des décisions populistes. Donc, voilà. Justement, là, je ne vais pas être tendre avec lui. Il est vrai qu'il est tenté par les populismes, justement, lorsqu'il fait beaucoup de promesses et il réalise peu. Et je pense que là, il déçoit un tout petit peu les Congolais. Mais je pense qu'il aurait bien fait d'étudier avant de pouvoir faire les promesses. Et souvent, les politiciens, lorsqu'ils font les promesses, ils tombent un peu dans la démagogie, ils cherchent à séduire un peu la population, ainsi de suite. Mais lorsque, par la suite, il n'y a pas de résultats sur terrain, c'est la même population qui va se retourner contre vous. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il aurait bien fait de ne pas beaucoup promettre. La réalité est là en face. Le pays a beaucoup de difficultés. Avec ses voyages, le trésor public saigne aussi. C'est prioritaire. Bon, avec les voyages, je pense que c'est une approche qu'il a choisie. Tout le monde a son approche. On était avec Joseph Kabila qui ne voyageait pas beaucoup. Et puis la conséquence, c'est que la RDC était coupée du monde. Mais aujourd'hui, Fachi a préféré rétablir le pont qui était coupé entre la RDC et le monde. Mais qu'est-ce que la RDC gagne? Ainsi de suite. Oui, mais la première chose, c'est que d'abord, on renoue avec le monde. La voix de la RDC est entendue au niveau du Concert des Nations. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que la RDC gagne. Maintenant, il faut voir par la suite. Et les sociaux des Congolais posent toujours problème. Est-ce qu'il y aura des investisseurs, ainsi de suite? C'est à ce niveau-là qu'on attend le chef de l'État. Et je pense qu'il a ces 5 ans au bout desquels on va juger si ces voyages ont été bénéfiques ou pas. Et il y aura la sanction. Il y a ces problèmes de gratuité aussi, des enseignants. Jusque-là, la rentrée est toujours timide. Il y a des écoles où la grève continue. Donc, on ne sait pas l'avenir des enfants aujourd'hui avec Tony Mwaba comme ministre de l'EPST. Bon, personnellement, j'ai un avis tout à fait différent par rapport à la gratuité de l'enseignement. Je sais que la gratuité a commencé... C'est par rapport à tout ça qu'il y a ce bloc. Lorsque Joseph Kabila a été au pouvoir, il avait tenté quelque chose par rapport à la gratuité de l'enseignement, avec quelques classes seulement, et dans 3 provinces, Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, mais ça n'avait pas marché. Fachi arrive, tout de suite, il veut obtenir la gratuité de l'enseignement. Mais vous allez vous rendre compte ça a été un peu précipité, que par rapport la décision à la gratuité, non, vous n'avez qu'un seul son de cloche. Vous avez le son des cloches des mécontents de la gratuité. Et des parents aussi. Pas des parents. Pas des parents. Il y a des vidéos qui circulent des parents. Oui, quelques parents. Quelques parents qui envoient leurs élèves dans les écoles qui sont gérées par les mécontents de la gratuité. Il faut dire, si vous prenez par exemple les parents du lycée Bosangani, vous prenez les parents du collège Boboto par exemple, ils vont se lamenter, ils vont pleurnicher justement, tout simplement parce que ces 2 écoles sont gérées par les mécontents de la gratuité. Les mécontents parce que les enseignants touchaient un certain montant, et maintenant avec la gratuité, ils touchent en deçà de ce qu'ils touchaient auparavant. Ce n'est que normal qu'ils puissent râler. Mais il y a plusieurs enseignants, il y a plusieurs enseignants qui se retrouvent derrière la gratuité. Il y a beaucoup d'enseignants qui se retrouvent, qui n'avaient peut-être pas ce qu'ils obtiennent aujourd'hui, mais il faut aussi penser à eux. Est-ce que la gratuité, c'est seulement au lycée Bosangani et au collège Boboto? Il ne s'agit que de 2 écoles seulement, à Kinshasa. Alors c'est pourquoi nous disons qu'il faut peut-être que ce cas soit géré différemment. Pour que ces enseignants... pénaliser les autres pour améliorer la situation d'autres personnes. Le problème, c'est que le chef de l'État ou bien le gouvernement, il est dans l'embarras. Est-ce qu'il faut augmenter seulement pour les enseignants du collège Boboto et du lycée Boksangani? Si vous le faites, c'est un piège dans lequel vous tombez parce que les autres vont réclamer que vous puissiez les monter mais qu'est-ce qui empêche qu'on le fasse pour tout le monde? C'est un problème d'argent, c'est un problème du budget national, c'est un problème d'argent, il y a plusieurs enseignants. Quand il s'agit des enseignants, là, il y a un problème de budget. Et quand le président voyage tout le temps, là, lorsque vous comptez, il n'y a pas un problème d'argent. Avec les députés, tout ça, les ministres sont bien rémunérés, ça, il n'y a pas de problème. Lorsque vous comptez les fonctionnaires de l'État, il n'y a pas que les enseignants, il y a les infirmiers, il y a les médecins, il y a des fonctionnaires de l'État, il y a beaucoup de gens. Mais pourquoi un Congolais n'a toujours pas un salaire décent? Et pourtant, c'est garanti dans la Constitution. Mais vous êtes journaliste, madame.
Vous connaissez combien on met dans la caisse de l'État par rapport à notre budget national. Vous pouvez faire les calculs. Vous pouvez avoir la réponse facilement. Le problème, c'est que notre budget est modique. Il faut peut-être qu'on puisse relancer la production nationale. Si on relance la production nationale, on peut se faire de l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ça le problème. Et s'il n'y a pas d'argent, vous allez augmenter les salaires avec quel argent? C'est pour cela. Le président de la République avait demandé à ce qu'on puisse diminuer les trains de vie des institutions. Mais jusque-là, rien n'est fait, il n'y a pas de suivi. Oui. Je peux vous décevoir. Il est vrai qu'on réclame la réduction du train de vie des institutions politiques. Il est vrai que c'est un problème, mais je peux vous décevoir. Même si on réduisait, il n'y aura toujours pas suffisamment d'argent pour augmenter les salaires des enseignants, des fonctionnaires de l'État, des médecins, des professeurs d'université. Il n'y en aura toujours pas assez. Il n'y en aura toujours pas assez. Il n'y en aura toujours pas assez. Eh bien, revenons un peu à notre sujet du jour, la politique. Ça chauffe à l'Union sacrée, vous le savez. Moïse Katumbi n'a toujours pas décidé s'il devra quitter ou non. Comment trouvez-vous ces tractations? Il y a quand même des consultations qui ont entamé. J'ai été un tout petit peu déçu de les voir venir à Kinshasa, consulter les organes de son parti, consulter les alliés, les ambassadeurs, ainsi de suite, et puis ne rien dire. Et puis repartir à Lubumbashi pour dire qu'il va continuer les consultations pour décider. Il arrive à Lubumbashi, on apprend qu'il va encore rentrer à Kinshasa pour continuer les consultations. Il est un peu dans l'embarras. Il y a eu une erreur. Selon vous, il est indécis. L'erreur de Moïse Katumbi, c'est quoi? Moïse Katumbi, ou bien ses collaborateurs, ont été pressés de pouvoir annoncer les couleurs dans l'opinion qu'il partait de l'Union sacrée. Et lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, il a été face au réalisme politique. Vous savez qu'il y a beaucoup de conséquences. Il en a compris les implications. Lorsque vous quittez l'Union sacrée, il y a beaucoup d'implications. Ça veut dire que vous poussez vos députés, vous pensez obtenir la réqualification de la majorité parlementaire. C'est ça la première chose. Lorsque Moïse Katumbi quitte l'Union sacrée, il pense obtenir la réqualification de la majorité parlementaire. Or, ce n'est pas facile. On apprend déjà qu'il y a une fronde. Il y a une fronde des députés, 40 députés députés d'ensemble qui seraient prêts à rester à l'Union sacrée. Ça signifie que si Moïse Katumbi, il ne va pas obtenir la réqualification de la majorité parlementaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne va pas obtenir la démission de tous les membres du gouvernement qui sont membres. Ça sera compliqué avec nos politiques. Ça va être compliqué. Alors, il va quitter l'Union sacrée pour aller où? Lui qui s'est séparé de Martin Fayoulou dans les conditions que nous connaissons, va-t-il retourner encore chez Martin Fayoulou? Il faut rappeler ici. Mais puisqu'il y a déjà Ensemble pour la République, Ensemble. Il y a eu un débat qu'il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu la présence de Papi Mbaki dans cette organisation des forces politiques et sociales. Il y a eu un débat là-dessus. Donc c'est dire que Moïse Katumbi a été un peu pressé. Autre chose, Moïse Katumbi est trop gourmand. Comment ça, il est trop gourmand? Il veut devenir président de la République tout de suite. Mais pourquoi pas? Il a ses ambitions, n'est-ce pas qu'il a le droit? Je pense que ce sont des ambitions qui sont légitimes. Mais oui. C'est légitime. Il en a le droit. Bien sûr. Mais en tant que politique, lorsque vous allez à l'Union sacrée, vous trouvez qu'il y a un président de la République qui est votre chef à l'Union sacrée. Il n'a qu'un seul mandat. Il veut en obtenir un deuxième. Ça signifie que si vous voulez devenir président de la République, vous combattez votre président. Vous combattez Félix Tshisekedi. Donc, selon vous, ça serait judicieux que Moïse Katumbi soutienne la candidature de Fachi, de Félix Tshisekedi en 2023. C'est ça la réelle politique. Ça signifie que si vous voulez devenir président de la République, vous devenez adversaire politique de votre allié. Il est en même temps votre allié, il devient en même temps votre adversaire politique, puisque vous voulez devenir tout de suite président de la République. Et je pense qu'il ne devait pas être possédé par cet esprit. Donc il est pressé, selon vous, Moïse Katumbi doit un peu attendre? Il y a un peu une sorte d'obsession par rapport à la présidence de la République. Il devait attendre. Il doit attendre, battre campagne pour la députation nationale, obtenir beaucoup de députés, peut-être devenir le prochain Premier ministre de Félix Tshisekedi en 2023 si ce dernier arrivait à obtenir un deuxième mandat. Et puis, par la suite, voir la possibilité de briguer la magistrature suprême en 2028. À ce moment-là, Fachi va quitter le pouvoir, il va peut-être choisir un dauphin, mais il va dire, mais j'ai aussi des ambitions, monsieur le président, je tente ma chance. À ce moment-là, il faut tricher chez Jean-Pierre Bemba.
Vous voyez la carrière de Jean-Pierre Bemba. Il est calme. Il sait comment. Il paraît, on ne parle pas la bouche pleine, hein. Peut-être qu'il est en train de protéger. Vous voulez dire que Moïse Katumbi n'a pas la bouche pleine? Vous voulez dire que Moïse Katumbi n'a pas la bouche pleine? Nous parlons de Jean-Pierre Bemba, là, oui, parce que vous avez comparé. Il ne parle pas tout simplement parce que il sait comment atteindre Félix Tshisekedi. Il sait comment parler avec les organes de l'Union sacrée. Mais il sait comment parler avec les on peut bien être dans l'Union sacrée, mais quand on est contre quelque chose, on peut clamer ses convictions, non? Il y a un peu quelque chose qui nous abrutit dernièrement dans les réseaux sociaux. C'est cette histoire de... Des supporters. C'est une histoire qui nous abrutit. Oui, mais Moïse Katumbi semble se servir de ça pour prendre des décisions juste pour que les supporters crient. Pour que les supporters crient. Mais on pourrait dire aussi la même chose à Fachi aussi, qui prend des décisions pour que les supporters crient. Fachi est président de la République. Il est initiateur de l'Union sacrée. Il a appelé tous ceux qui voulaient venir. Il n'a pas exigé à Moïse Katumbi de venir. Il est venu de son gré. La politique, c'est pas ce qu'on nous montre. Il est venu de son gré. Il est venu adhérer à l'Union sacrée. Justement, parce qu'il voulait aussi peut-être régler ses comptes au FCC qui l'avait maltraité lorsqu'il avait été exilé, ainsi de suite. Mais maintenant, il doit quand même être... Mais vous ne trouvez pas qu'on tourne à rond, parce que ça ne va pas non plus au FCC, hein, le comité de crise est désavoué par la conférence des présidents. Comment trouvez-vous cette situation? Parce que rien ne va. Votre question confirme bien ce que j'ai dit, que c'est la quête du pouvoir. Oui. C'est le pouvoir. La politique au Congo, c'est le pouvoir. Ça n'a rien à voir avec le peuple, la population. Vous êtes dans une même famille politique. Mais Raymond Tshibanda, c'est lui qui a été désigné par Joseph Kabila. Oui. Mais qui sait si c'est Joseph Kabila qui l'envoie négocier avec l'Union sacrée pour envoyer les délégués du FCC à la CENI. Et maintenant qu'entre eux, ça ne marche pas, mais ça ne fait qu'affaiblir le FCC. Donc ça ne fait qu'affaiblir le FCC. Et Fachi, à ce moment-là, il reste gagnant. Et c'est pour cela, vous verrez que avec tout ça, la marche du 6 novembre risque de ne pas obtenir une adhésion populaire. Parce que avec tout ce qui se passe au FCC, avec déjà Ensemble s'est déjà prononcé clairement qu'il ne soutient pas la marche du 6 novembre. Donc on va rester seulement avec l'Amouka et les catholiques. Donc, et puis la population aussi a un problème de confiance. La population aussi ne fait plus confiance au FCC. Parce que leur régime n'a pas été exemplaire. Justement, ça je l'ai dit plusieurs fois, la gestion des Joseph Kabila a été catastrophique. On s'étonne même de voir le FCC soutenir l'Église. Justement, on s'étonne de voir même le FCC faire route ensemble avec Martin Fayoulou. Oui, parce que Martin Fayoulou... c'est ce que vous venez de dire tantôt, la politique est dynamique. Le dynamisme est très dynamique. Oui. c'est vraiment trop compliqué. Bon, on dit toujours que les alliances se font ici. C'est ça la politique. Alors, nous sommes journalistes, nous allons parler un peu de nous. Il y a un journaliste, Patrick Lokala, qui a été arrêté sur base d'une plainte d'un autre journaliste. Bon, on peut citer le nom Jeff Caleb, Joseph Kazadi. Selon vous, l'UNPC n'arrive pas à maîtriser ses membres. C'est l'UNPC qui est à la base de cette situation. C'est l'UNPC selon vous? C'est l'UNPC. Les comités directeurs de l'UNPC n'ont pas fait correctement son travail. Il n'a pas su maîtriser tous ses enfants. L'UNPC a poussé certains de ses enfants, crise d'autorité, de ses membres, à la rébellion. Lorsque vous prenez le journaliste Jeff Caleb, qui se sont lésés par les publications de Patrick Lokala, qui va saisir la justice. Pourtant, il ne devrait pas saisir la justice. Il devrait saisir les tribunaux de paix. Il a été radié. Il faut souligner. Il a été radié de l'UNPC. Oui. Je pense que nous sommes à la télévision. Je ne vais pas cracher sur l'UNPC. Je ne vais pas cracher sur des journalistes. Et je pense que il faut qu'à ce niveau, il puisse y avoir une remise en question, qu'on puisse rétablir la confiance au niveau de la confrérie. Il y a même un sit-in, c'est de novembre, la UNPC, certains journalistes qui ne sont pas d'accord avec Jeff. L'UNPC peut choisir des hommes justes, des hommes sages pour rapprocher les deux camps. Les journalistes sont devenus un peu comme des politiciens. C'est ça qui se passe. Le problème, c'est que ce sont les politiciens qui divisent les journalistes. Quand vous il y a un bloc maintenant aussi, côté journaliste. Quand vous prenez Patrick Lokala, tous ceux qui soutiennent, je veux te surprendre, tous les journalistes qui soutiennent Patrick Lokala sont des katumbistes. Tous les journalistes qui soutiennent Jeff Caleb sont des fascistes. Ça signifie que ce sont les politiques qui divisent les journalistes. Et je pense que c'est au niveau de l'UNPC
que cette question devait être réglée pour qu'effectivement on puisse rétablir la confiance et s'il est possible de réhabiliter. Mais ça fait déjà 15 jours, est-ce qu'il ira à Makala ou comment? Bon, il est toujours là à Matete. Bon, donc c'est compliqué. Hein. À ce niveau, nous devons solidariser. Hein. L'article 14 de notre code nous demande de pouvoir solidariser. Mais solidariser avec quel journaliste maintenant? Avec celui qui est en prison ou avec celui qui se sont lésés par les publications de celui qui est en prison? Parce et qui a été même radié, qui n'est plus journaliste. Voilà, donc c'est compliqué. Il paraît qu'il y a aussi une main noire là derrière Jeff. On doit éviter d'engager un bras de fer, de montrer ses biceps, dire qu'on est fort. Il faut qu'il y ait une remise. Nous regrettons Kassonga Chilunde à l'UNPC pour qu'effectivement cette question soit réglée. S'il ne s'agit pas seulement des Patrick Lukala ou de Jeff Caleb, il y en a aussi. Il y a beaucoup d'autres journalistes qui sont dans la même situation, mais c'est une question qu'il faut régler pour qu'effectivement on puisse retourner à la confiance dans la confrérie. Ah, ça sera tout, Ambroise. Merci d'être venu. Merci. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Ambroise Mamba. Il est journaliste et présentateur de l'émission Table Ronde ici à Congo Web Télévision. En tout cas, merci pour vos analyses. Hein. Ça sera tout, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.